va être enregistré. Nous sommes revenus après la pause. Bonjour. Alors, bonjour. Donc, l'agressivité. La chose sur l'agressivité. Est-ce qu'il y a des questions avant que je commence sur l'examen de la semaine prochaine? On se garde ça pour après la pause? D'accord. D'accord. Ah, merci Gérard. Alors, l'agressivité. Alors, sur le portail, j'ai mis deux textes pour le test de lecture et il y a un des textes qui résume toutes les notions sur l'agressivité. Et j'ai fait une copie de ce texte-là dans les notes de cours. Donc, vous avez le texte deux fois. Ceux qui impriment systématiquement, sans jugement, tout ce qu'il y a sur le portail, ça vient de vous coûter $1,65 de trop, parce que c'est deux fois le même texte. La version que j'ai mise dans les notes de cours, c'est une version annotée par le prof. C'est-à-dire que tous les passages importants qui peuvent éventuellement inspirer une question, je les ai mis en jaune. Fait que c'est ceux-là, pour être certain que tout le monde lit les bonnes affaires et comprend les bonnes affaires de ce texte. C'est ce texte-là que j'affiche sur l'écran et que je vais commenter pendant la première partie du cours. Okay? La première chose à comprendre sur l'agressivité, sur la violence, c'est que l'agressivité comme telle, elle n'est ni négative ni positive. On n'a pas le choix. À partir du moment où on est animal, et l'être humain fait partie du groupe des animaux, là, en zoologie, les végétaux et les animaux, ben, les humains sont des animaux et possèdent, comme tous les autres animaux, un certain nombre de caractéristiques génétiques ou générales. Alors, une de ces caractéristiques générales-là, c'est le fait d'être agressif. Cette agressivité-là, elle a une fonction adaptative. Les animaux qui ne manifestent aucune agressivité, ben, c'est pas compliqué, ils se font bouffer. Quelqu'un qui est très calme et très zen, il ne va pas pogner la gazelle qui se pousse. Quand tu as faim, tu mobilises tes énergies puis tu appognes la gazelle. Si tu n'as aucune agressivité, tu es voué à mourir et à ne pas te reproduire, et tous ceux qui n'étaient pas agressifs ont été éliminés par la sélection naturelle. Alors, génétiquement, vous avez une composante biologique qui vous prédispose à de l'agressivité. Okay? Maintenant, la forme d'expression de cette agressivité-là, elle peut être civilisée, elle peut être façonnée. Alors, tous les humains sont des animaux et il y a quelques humains qui sont civilisés. Mais nous vivons dans un monde de sauvages. Et c'est pas parce que tu es président, ou que tu es premier ministre, ou que tu es prof, ou que tu es médecin, ou que tu es père ou mère de famille, que tu es civilisé. Tu es humain, mais pas nécessairement civilisé. Simone de Beauvoir disait « On ne naît pas femme, on est femelle ou mâle. » Ça, c'est clair. Mais être une femme peut être une femelle, c'est pas la même affaire. Être une femelle, c'est une composante biologique. J'ai vu sur vos feuilles que vous avez des feuilles sur le système reproductif. Alors, ça, c'est mâle et femelle. Okay? Ce n'est pas le système reproductif de la femme et de l'homme, c'est le système reproductif du mâle et de la femelle. Alors, le fait d'être femme ou homme, c'est culturel. On apprend un certain nombre de choses. Alors, dans l'humanité, il y a plein de sauvages. Et tout le monde n'est pas nécessairement civilisé. Alors, imaginons que, mettons qu'il y a un bruit soudain dans le corridor. S'il y a un bruit soudain dans le corridor, ça va-tu trop vite, là, là-dessus? S'il y a un bruit soudain dans le corridor, vous allez tous avoir le réflexe de tourner votre regard ou vos oreilles vers la provenance de ce son-là. Quand il y a un bruit soudain dans un corridor, peu de gens se disent « Ah, un bruit soudain, c'est quoi déjà il faut que je fasse? » Tu n'as pas besoin d'apprendre tout ça. C'est inscrit en toi qu'il y a un bruit soudain, tu tournes. La publicité utilise ça. Par exemple, tu écoutes un film, puis tu te dis, à l'annonce, « aller faire pipi ». Mais
le film est trop bon, fait que tu veux te retenir. Puis à un moment donné, il y a l'annonce. Puis pendant l'annonce, il change le son, il y a de la variation de stimuli. Puis à un moment donné, les annonces sont finies. Puis là, le film recommence, tu te dis « Ah, j'aurais dû y aller, prochaine annonce! » Et la publicité manipule vos conditions d'animal pour vous faire faire plein d'affaires que vous n'auriez pas choisi de faire si vous étiez si conscient que ça. La conscience évolue en fonction de votre apprentissage, de votre culture, de votre enseignement, puis de votre façon de vous engager dans cet enseignement-là. Et les psychologues qui veulent faire de l'argent, ils ne deviennent pas profs. Ils travaillent en publicité, ils s'en vont pour le ministère, pour les grandes entreprises, puis ils s'arrangent pour manipuler la population, pour leur faire faire des comportements qui les intéressent eux, et non pas qui intéressent la population en général. C'est pour ça que vous avez tous l'impression d'avoir besoin d'un téléphone cellulaire, vous avez tous absolument besoin d'aller voir sur Facebook c'est quoi les messages de tous ces gens qui n'ont rien à dire et qui vous empressent d'écouter. Au lieu de se parler pour de vrai et de choisir d'avoir des amis réels et authentiques plutôt que d'avoir des amis virtuels. Alors, cette composante génétique-là de porter attention à la variation de stimuli, c'est génétiquement inscrit en vous. On peut l'utiliser contre vous ou pour vous. Un prof attirerait votre attention, même si le cours est plat, il ferait de la variation de stimuli, puis tu n'arrives pas à décrocher parce qu'il utilise la variation de stimuli de façon stratégique pour vous, alors que la publicité utilise la variation de stimuli pour eux et contre vous. Donc, il y a des composantes génétiques dont on doit être conscient. Alors, une des composantes génétiques, c'est l'agressivité. Quand il y a un bruit soudain, il vaut mieux savoir c'est quoi. Parce qu'à l'époque, le bruit soudain était fait par un tigre, un lion dans la jungle pendant que tu bêchais ton jardin. Il vaut mieux que tu vérifies c'est quoi ce bruit soudain-là, puis que tu arrêtes de bêcher. Puis si la stimulation est stable et constante, à un moment donné, on stagne. Puis on revient à notre bêchage. Si un prof enseigne pendant 3 heures de temps en ne variant absolument aucun stimuli, même si son propos est extrêmement pertinent, clair et juste, et aidant pour comprendre la notion théorique, votre cerveau s'entraîne depuis des millions d'années à flocher le discours de ce prof. Or, un prof pourrait dire des niaiseries pendant 3 heures, mais varier les stimuli, vous ne pourriez pas dormir dans son cours, même si c'est plat, même si rien. Fait que les médias utilisent ça. Les médias utilisent ça. Alors, c'est à vous de prendre conscience de cette composante-là et de contrôler de façon volontaire le flot aléatoire des discours qui vous sont proposés pour réfléchir de façon stratégique aux choses. Ça, c'est la civilisation. Ça, c'est l'éducation qui vous aide à vous distancier de cette animalité-là. Alors, dans la société, il y a plein d'individus qui sont dans des postes de pouvoir. Cette vidéo pourrait être retenue contre moi en cours, parce que je vais porter des accusations sévères sur un certain nombre d'individus qui sont dans des postes de pouvoir et qui se comportent comme des sauvages et non pas comme des humains civilisés. Une des premières lois de la jungle, c'est la sélection naturelle. La sélection naturelle dit que c'est le plus fort, c'est le mâle alpha qui va posséder les femelles pour pouvoir transmettre ses gènes et survivre à travers ses gènes dans les générations subséquentes. Fait qu'il faut que le plus fort soit au service de lui-même pour transmettre ses gènes. Ça, c'est dans la loi de la jungle, dans la loi sauvage. Dans notre humanité, on valorise la compétition. Alors, les médailles d'or olympiques, les joueurs professionnels qui sont dans des situations de compétition utilisent le principe de la loi naturelle, du mâle alpha, pour dominer les autres. Le fait de valoriser la compétition, ça fait que la société justifie la loi de la jungle. Or, on n'est pas dans la jungle. Normalement, la civilisation devrait aller en résistance contre la loi sauvage de la jungle et que le plus fort ne se mette pas au service de lui-même, mais se mette au service du plus faible. C'est ça le signe que quelqu'un est civilisé. Celui qui est civilisé, il ne va pas essayer de courir plus vite que les autres. Regarde comment je suis fort. Les enfants font ça, parce que les enfants, c'est des sauvages. Ils ne sont pas civilisés. Et ils attendent d'un adulte civilisé pour les amener à faire attention aux autres. Ça veut dire,
Si tu es fort, utilise ta force pour protéger le faible, aider le faible. Vous qui êtes en soins, vous avez peut-être une mentalité de compétition parce que vous êtes imbibé par cette culture sauvage de l'humanité. Le médecin, pourquoi il est médecin? Le médecin, il est médecin parce que c'était un des meilleurs à l'école. Il faut que tu sois bon à l'école. Il faut que tu aies une grosse cotère. Fait, si tu es à l'école, puis on te demande de travailler en équipe, puis toi, tu as des bonnes notes, tu vas-tu te mettre avec ceux qui n'ont pas des bonnes notes? Non. Même s'il y en a d'autres qui ont aussi des bonnes notes, tu ne vas pas leur donner tes notes de cours, tu ne vas pas les aider à apprendre, tu ne vas pas aider personne. Parce que si tu aides le monde, qu'est-ce qui va arriver à ta cotère? À la limite, même, il vaudrait mieux leur dire des menteries pour qu'il n'y ait pas trop des bonnes notes. En tout cas, de ne pas les aider. Fait tu as réussi à devenir médecin, tu as réussi à devenir président de compagnie, tu as réussi à devenir président d'un pays ou premier ministre. Pourquoi? Parce que tu as compris la game du mâle alpha qui doit dominer par son pouvoir les autres. Et les élites de notre société actuellement, qu'ils soient au gouvernement, qu'ils soient dans les grosses multinationales, qu'ils soient dans des statuts de professionnels, de la médaille d'or, c'est parce qu'ils ont... On vous dit... Ouais, mais c'est important, la saine compétition. Je suis sûr que vous avez déjà entendu cette parole-là. Ça n'existe pas de la saine compétition. Ce qui est sain, ce qui est civilisé, c'est la coopération. Aucun individu n'a plus de valeur comme individu qu'un autre. Moi, comme prof, je n'ai pas plus d'importance que vous comme étudiant. On n'a pas le même rôle, mais on a la même valeur. Alors, la violence actuelle dans la société est due au simple fait qu'on n'a pas su civiliser notre agressivité. Alors, l'agressivité, il ne faut pas la voir comme étant négative. C'est quelque chose de très sain. C'est ce qui vous permet de mobiliser vos forces, vos ressources pour lutter contre l'adversité, pour résister contre les agressions. Il faut survivre. Il faut vivre. Puis pour ça, il faut s'affirmer dans la vie. Alors, l'agressivité, on la voit beaucoup comme étant négative. Lorsqu'elle a une forme négative, cette agressivité-là, on va appeler ça de la violence. Lorsqu'elle se manifeste de façon positive, on va appeler ça de l'affirmation de soi. Donc, l'agressivité, c'est une impulsion qui sert à combler nos besoins. Si tu es agressif, l'agressivité, c'est une réponse à un événement, un stresseur quelconque, et cette réponse-là, c'est une réponse soit de soumission ou soit de contre-agression, de défense. C'est une réaction de défense face à cette agression-là. Alors, lorsqu'elle est violence, l'agressivité comporte une affirmation de soi aussi. Une affirmation de soi. Mais, en même temps, il y a un déni de l'autre. Lorsqu'elle est positive, l'agressivité est une affirmation de soi, mais quoi? Comment vous compléteriez cette phrase? Ils tiennent compte de l'autre personne. Exactement. Donc, sans déni. Sans déni de l'autre. Il y a une deuxième forme de violence qui est un petit peu plus subtile, c'est pour ça que je la présente après. Il y a une violence qui représente un déni de soi pour le bénéfice de l'autre. Alors, je vais illustrer par un exemple ces trois concepts différents.
Alors, imaginons quelqu'un qui va dans un restaurant avec ses amis et qui veut avoir un plat avec des frites, mettons. Et là, il est assis, et là, le plat de frites arrive et les frites sont froides. Alors, quelqu'un pourrait être violent, qui fait de l'affirmation de soi. Est-ce que j'ai le droit d'avoir des frites chaudes? Oui, j'ai le droit. C'est mon droit, je commande des frites chaudes, je les veux chaudes. Fait qu'il y a des gens qui pourraient dire « Hey, les frites là, sont frettes, là. On me changer ça, là. C'est pas marrable, ça. Au prix que je paye. » Mais est-ce que c'est la faute nécessairement de l'hôtesse qui est débordée parce qu'il y a plein de clients, puis elle s'en est peut-être pas rendue compte? Donc, il s'affirme en écrasant les autres. « Ah, il n'y a pas de service ici! » Moi, je m'affirme. Mâle alpha. Puis souvent, c'est eux qu'on va servir en premier pour maintenir la paix. Il va passer en avant de tout le monde. Il passe en avant de tout le monde dans la ligne pour l'autobus. Personne ne va dire « Hey, va-t'en en arrière ». Personne ne va dire ça. On veut le calme, on se ferme notre gueule, mais on est complice de la violence de nos agresseurs. Quand il y a violence d'un agresseur, il faut dénoncer. Il faut le dénoncer. Tu as celui qui reçoit ses frites froides, qui fait de la violence, mais envers lui-même. Comment va-t-il se comporter, celui-là? Il ne va rien dire. Il va commencer à essayer de manger les petits bouts de chaud de la frite. Puis là, à un moment donné, après 7 minutes au restaurant, vous remarquerez ça, il y a tout le temps l'hôtesse qui revient, puis elle va demander « Est-ce que c'est à votre goût? » Elle paye sur la cassette. « Est-ce que c'est à votre goût? » Puis là, tout le monde dit « Oui, oui, oui. » Puis la personne qui n'a pas mangé ses frites, elle va dire « Correct. » Parce qu'elle est trop gênée pour dire « Écoute, les frites sont frettes. » Il me semble d'avoir des choses, c'est pauvre hôtesse qui court partout, pauvre elle, tu ne vas pas faire subir ça. Puis peut-être qu'à la fin, elle ne va pas lui donner de type en disant « Oh, les frites, t'es frettes. » Mais elle les a soit mangées ou elle n'a pas mangé les frites qu'elle aurait voulu manger parce qu'elle fait un déni de soi au bénéfice de l'autre. C'est de la violence. C'est de la violence. Tu as le mâle alpha qui fait de l'affirmation de soi au détriment de l'autre. Il y a des luttes violentes dans la jungle. Ou tu as des gens qui se soumettent, des gens qui sont soumis, qui se laissent abuser par le système sans le dénoncer. Bien, ces gens-là maintiennent en place des régimes de violence. L'affirmation de soi, ce serait de dire à la personne, écoute, excuse-moi, je sais que tu es dans le rush un peu, là, mais mes frites sont froides, j'aimerais ça, si tu peux m'en apporter des choses, s'il te plaît. Fait que tu ne fais pas une demande violente, mais tu dis que tu vas avoir des frites chaudes, puis la personne va venir te porter. Fait qu'on n'a pas nié l'autre personne, mais on a quand même affirmé nos besoins. Alors, un professeur qui vous ferait rentrer dans la gorge la note qu'il vous a donnée, soit dans un stage, soit dans un examen, puis qui dirait, mettons, au-dessus de ma face, quand vous essayez de négocier ou de discuter ou de comprendre la note, c'est le même parce que c'est le même. Écoute, moi, je suis prof ici, tu sais, puis il ne justifie pas ça, il commet un acte de violence à votre égard. Il commet un acte de violence. Il y a des élèves qui vont chialer ou qui vont démolir la réputation d'un prof. Ils font de l'affirmation de soi aussi, mais un déni de ce prof aussi. Puis il y a des élèves qui disent « Bon, écoute, moi, je ne conteste pas de note avec ce prof-là, parce que ça va être pire après. Fait que je ferme ma gueule, je prends ma note, puis je recommencerai le cours, ou bien je vais essayer de prendre un autre prof à la place. » C'est des gens qui se soumettent, qui font du déni de soi. Alors, l'affirmation de soi, c'est quoi? Personne n'a plus de valeur qu'une autre. On a des rôles différents. Alors, si je suis le prof et que je vous donne une note, c'est pas par autorité que je vous donne la note. Je dois dire, tu as cette note-là pour telle raison. Il y a un rationnel derrière la note. Il y a tel critère, il y a tel indicateur dans tes réponses. Puis, je suis capable de te dire pourquoi tu as cette note-là. Je suis capable de te dire pourquoi tu as perdu des points. Puis, il y a des faits. C'est pas toi. C'est pas moi. C'est le travail, c'est les critères. C'est indépendant de toi, indépendant de moi. Et je dois être au service, mon évaluation doit être au service de ton apprentissage. Et si je te fais échouer un cours, c'est pour te rendre service. C'est pas pour affirmer mon pouvoir sur toi. C'est pour te rendre service. Chaque expérience est une opportunité d'apprentissage, particulièrement en enseignement. On apprend de nos erreurs. Peut-être vos grands-parents disaient ça, on apprend de nos erreurs.
En fait, il n'y a que de nos erreurs qu'on peut apprendre. Parce que si tu as réussi quelque chose, puis le prof il te donne une note parce que tu as réussi, sa note t'enseigne rien, parce que tu as réussi de toute façon. Elle ne t'enseigne rien de nouveau. Alors que si tu mets une erreur, tu vas comprendre pourquoi tu as fait cette erreur-là. L'erreur est une opportunité d'apprentissage. Opportunité, pas garantie. Parce que si on te fait une erreur puis tu réagis violemment, tu ne vas rien apprendre de cette situation-là. Fait qu'il y a de la violence beaucoup plus insidieuse qu'on le croit un peu partout. Un parent qui force son enfant à finir son assiette ou à faire son caca sur le petit pot ou qui va par son pouvoir est en train de façonner cet enfant-là à être soumis ou à être un rebelle. Vous avez déjà vu les styles d'autorité, là? Alors, quand vous contrôlez un patient, dans quelle mesure le système de santé a le droit faire une intervention agressive à l'égard d'un patient? Est-ce que vous pouvez répondre à cette question-là? Oui. Quand quoi? Quand le patient est à risque pour lui et pour les autres. Exactement. Donc, quand le comportement du patient amène un déni, soit de soi ou soit de l'autre. Donc, dans des situations où le patient va s'automutiler, par exemple, ou qui risque d'agresser les autres, on doit le contrôler. Et contrôler un patient, soit médicalement en donnant un sédatif ou je ne sais pas trop, ou en utilisant des sangles, c'est une intervention qui est agressive. En chirurgie, des fois, il y a des interventions qui sont plus invasives que d'autres. Il faut ça. On choisit une intervention invasive quand on n'a pas d'autre solution que celle-là. Donc, il y a une agressivité dans la chirurgie qui est invasive. Il faut oser cette agressivité-là, mais il faut la justifier par rapport aux bénéfices que ça va avoir sur l'autre. Moi, j'ai un pouvoir, parce que je suis prof. Un médecin va avoir un pouvoir parce qu'il est chirurgien. Le patient ne peut pas s'auto-opérer. C'est le médecin qui a ce pouvoir-là. Mais le pouvoir, pour qu'il soit civilisé, il doit toujours être orienté vers le bénéfice de l'autre. Il doit être orienté vers le bénéfice de l'autre. Et parfois, on ne le voit peut-être pas, ce bénéfice-là, mais celui qui intervient, il doit en être pleinement conscient. Et ne pas hésiter à utiliser son pouvoir si c'est dans le bénéfice de l'autre. Quelqu'un qui attacherait son patient pour pouvoir prendre une demi-heure de pause de plus, du temps qu'il est attaché, il ne se blesse pas. Ben, il est attaché, on peut étirer la pause une petite demi-heure, mais là, il est en train de faire le déni de l'autre par rapport à l'affirmation de soi. Ça serait de la violence sauvage. Et il y en a de plus en plus dans le système actuellement, puis il va y avoir de plus en plus de personnes âgées qui vont avoir besoin d'aide, et des personnes âgées qui sont de mieux en mieux nanties financièrement, qui se font exploiter par plein de gens qui font semblant de prendre soin, mais dans le fond, qui les manipulent de toutes sortes de façons. Fait que cette agressivité-là, il faut que vous soyez consciente qu'elle a une composante positive et qu'elle est très fréquente sous sa forme violente partout dans les hôpitaux et partout dans les écoles aussi. Il y a beaucoup de violence à l'école. Alors, voilà pour le premier point. Maintenant, je veux attirer votre attention sur quelques passages du texte. Là, je ne vais pas saccager violemment mon portable parce que je me suis trompé de mot de passe. OK. Dans le texte que vous avez à lire sur l'agressivité, il y a 2-3 passages sur lesquels je veux attirer votre attention. Comportement, ça, je l'ai dit. OK, facteurs particuliers au milieu de la santé. Dans les hôpitaux, l'environnement humain dans les hôpitaux, ce n'est pas un environnement normal. Okay? Ce n'est pas représentatif de ce qui se passe dans votre réseau social. Le monde que vous allez fréquenter à l'hôpital ne correspond pas tout à fait à votre réseau social. Vous allez être près de statistiques. Par exemple, peut-être que vous connaissez personne qui a fait de tentatives de suicide, mais si vous travaillez à l'hôpital, vous allez en rencontrer régulièrement du monde qui ont fait des tentatives de suicide. Moi, comme je suis prof, je suis en relation avec des centaines, voire des milliers de personnes
Fait que régulièrement, je suis en contact avec des individus qui ont fait des tentatives de suicide ou qui ont été avortés ou qui ont vécu plein d'affaires qui ne sont pas nécessairement vécues dans mon environnement personnel. Fait que c'est important que vous ayez des notions théoriques qui vous amènent à comprendre les situations dans lesquelles vous allez être plongé, même si vous ne les avez pas vécues, ces expériences-là. Entre autres choses, des notions sur l'émotion. La compréhension théorique de l'émotion nous fait voir qu'il y a des émotions très puissantes qui sont vécues par les patients à l'hôpital, comme de l'anxiété, de la peur, de l'inquiétude. Et ces émotions intenses-là peuvent être déplacées par mécanisme de défense dans des comportements violents. Alors, sachez que dans chaque comportement violent, il y a quand même un besoin légitime. Quand je réagis avec violence, le format de l'expression de ma violence, il n'est pas correct, il est à condamner, mais le besoin qui est nié, il est légitime. C'est pas toi qui choisis tes besoins. Besoins physiologiques, besoins de sécurité, besoin d'affiliation, besoin d'estime de soi, besoin de développement personnel, d'accomplissement. C'est des besoins légitimes pour tous les humains, peu importe la culture, peu importe le sexe, peu importe l'âge. On a ces besoins-là. Maintenant, on va répondre à ces besoins-là de façon violente ou de façon civilisée. Alors, sachez que si quelqu'un est violent, son besoin quand même est légitime. Là, je veux dire des choses monstrueuses, mais essayez de comprendre ça intellectuellement, bien saisir ça. Le taliban qui se fait exploser dans un marché public, il est violent, c'est clair. Sauf que son besoin, il est légitime. Pourquoi il fait ça? Il fait ça pour se défendre contre un agresseur, contre quelqu'un qui essaie de le contrôler, contre quelqu'un qui est envahissant, peut-être contre une culture américaine ou autre, qui vient envahir tout son territoire par ses films, sa musique, ses vêtements, ses slogans et sa mentalité, sa religion ou peu importe, c'est un envahissement. Et à cause de ma peur de cet envahisseur-là, je veux me protéger. Et si je n'ai pas les moyens de me protéger, bien, je vais prendre les grands moyens. Je ne sais pas si vous vous souvenez des carrés rouges, là, la manifestation il y a eu quelques années par les étudiants, et les policiers qui, à force d'arguments autoritaires, ont réprimé à coups de matraque certains étudiants ou avec du poivre de Cayenne. Alors, ces étudiants-là, ils ont un besoin légitime. Alors, quand tu as un besoin légitime, un bébé, ça fait ça. Tu n'as même pas besoin d'apprendre. Quand un bébé a besoin, c'est quoi qu'il fait? Il gueule, il pleure. Qu'il soit 3 heures du matin ou peu importe, il va crier. Fait que, si vous répondez tardivement à ces besoins, vous allez voir le degré de décibels changer dans la voix de ce bébé-là. Alors, quand quelqu'un te parle, puis que tu ne réponds pas quand il te parle, qu'est-ce qu'il fait? Il hausse la voix. Il va hausser la voix. On connaît tous des enfants qui ont fait « Maman, hein? Maman, maman, maman ». Là, la mère est occupée avec son Facebook, ou avec son journal, ou avec la TV, ou peu importe. Fait que quand l'enfant dit « maman » ou « papa », et que la mère est sur son écran de Facebook, puis elle fait semblant « je suis à l'écoute », mais elle est en train de lui dire « écoute, tu as beaucoup moins d'importance pour moi que ce que je suis en train de faire actuellement. » À chaque fois que quelqu'un t'adresse la parole et que tu ne lui réponds pas, tu es en train de lui dire très clairement, tu as beaucoup moins d'importance pour moi que ce que je suis en train de faire actuellement. Souvenez-vous de ça. Ça ne se dit pas de même. Une mère va dire, ben voyons donc, mon enfant est bien plus important. Ben tu mens. Tu mens. Ne crois pas quelqu'un qui dit je t'aime. Parce qu'il y en a plein qui se sont fait avoir d'aplomb par des beaux séducteurs aux yeux bleus, aux cheveux blancs, qui ont dit « je t'aime ». Aime quelqu'un qui fait tout pour que tu te sentes aimé. C'est par les gestes. Tu peux aimer quelqu'un sans jamais lui dire, il n'y aura jamais de doute dans sa tête. Puis tu peux dire 10 000 fois « je t'aime » à quelqu'un. D'ailleurs, quand la fille quitte le gars, elle lui dit toujours « écoute Martin, je t'aime
beaucoup, 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 beaucoup. Plus qu'elle dit beaucoup, c'est ça. Plus qu'elle dit beaucoup, moins qu'elle l'aime. C'est juste qu'elle n'a pas le guts de dire, écoute, je t'aime plus. Elle n'a pas le guts, fait qu'elle se sent coupable, fait qu'elle dit, je t'aime beaucoup, pour prendre soin de sa culpabilité. Puis, non. Alors, l'enfant qui se fait dire ça, bien, lui, il a besoin d'être aimé, il a besoin de cette attention-là, fait qu'il va répéter, 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 répéter. Puis là, la mère va dire, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Elle va répondre. Vous avez sûrement déjà vu ou observé ou vécu ce genre de situation-là. Si tu veux! Encore! Ben, tu es en train de l'agresser. Tu es en train de dire, j'ai un besoin. Fait que je te parle. Je te parle. Réponds. Ben, si tu parles puis l'autre ne répond pas, tu vas crier. Tu vas te déranger. Fait que réponds quand il crie. Parce que s'il crie, puis tu réponds toujours pas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va frapper. Il va casser quelque chose. Comme les manifestations, on exprime des choses. C'est pas vrai que la population s'exprime juste par un petit crochet à tous les 4 ans. La population civilisée exige que pendant ces 4 années-là, le gouvernement réponde ou le patron réponde. Fait qu'on veut cette communication-là. La relation s'évalue par la communication. Si la communication est à tous les 4 ans, je ne pense pas que tu es en relation. Tu n'es pas en relation. Tu es dans une domination. Tu n'es pas dans une relation de démocratie où le pouvoir est exercé par le peuple. Le pouvoir n'est pas exercé par le peuple. C'est des menteries, ça. Puis d'ailleurs, aux Olympiques aussi, c'est quoi le slogan des Olympiques? L'important, c'est... Ouais, tout le monde connaît ce slogan-là. Hein? L'important, c'est de participer. Bullshit! C'est pas vrai. On dit ça, mais c'est pas vrai. L'important, c'est de gagner la médaille d'or. D'ailleurs, ceux qu'on publicise dans les journaux, c'est les médailles d'or. Celui qui a la médaille d'argent, celui qui a la médaille après la bronze, là, la 4e, là, personne ne sait son nom, lui. Personne ne sait son nom, elle. Personne. Pas vrai. Puis celui qui arrive en dernier, celui qui a participé, qui s'est rendu aux Olympiques, tu sais, t'es 4e meilleur au monde. Nobody. Nobody. Fait que les Olympiques, c'est le plus fort qui gagne. C'est le mâle alpha, c'est la femelle alpha qu'on valorise. C'est la sauvagerie pure. Puis on valorise ça. Les écrans de télévision, là, dans le temps des Olympiques, là, c'est plein partout. Puis on propose ce modèle-là à qui? Aux jeunes. Un corps sain dans un esprit sain. Les athlètes de haut niveau, là, ils n'ont pas un corps très sain. Ils sont maganés d'aplomb, puis à 40 ans, ils ont l'air des petits vieux. C'est pas ça la santé. C'est pas la santé. On ne vous propose pas la santé, on vous propose la compétition, on vous propose d'être le plus sauvage, puis c'est le plus sauvage qui va gagner la médaille du gouverneur général. Puis les trophées, puis la publicité, puis tout ça, parce qu'il a écrasé tous les autres, puis il va se montrer. Fait que c'est contre ça qu'on doit lutter. Vous, qui êtes des infirmières, qui avez choisi de soigner les gens, vous voulez faire de ces gens-là des gens les plus en santé possible, et vous êtes dans un environnement qui valorise, sur le plan des valeurs, la sauvagerie. Fait que vous allez être obligé de vous mobiliser pour résister contre ça. Vous allez voir, c'est pas facile. Dans les hôpitaux, il y a des joutes de pouvoir. Les médecins, là, ils ont le pouvoir. C'est les gorilles alpha qui sont les patrons. Ils ne sont pas tant là pour le service des autres puis faire coopérer les autres d'égal à égal. Ils veulent garder leur statut de mâle alpha, de pouvoir. Puis c'est eux qui sont les chefs de département, puis c'est eux qui ont le pouvoir. Fait qu'on ne peut pas coopérer comme ça. Tu ne peux pas coopérer comme ça. Fait qu'il faut qu'on change le plus rapidement possible cette mentalité-là pour amener l'optimalité de la qualité des soins, premièrement, mais l'optimalité de la santé publique. Coopérer ensemble. Puis là, il y a plein d'immigrations qui arrivent. Avant, on pense qu'il y a plus d'immigration maintenant qu'avant. Je sais que vous avez eu le cours avec Julie Boivin en santé et société. Là. On a l'impression qu'il y a plus d'immigrants maintenant qu'avant. Il y a moins d'immigrants maintenant qu'avant. Sauf qu'avant, les immigrants, on les choisissait par racisme. On prenait juste des Blancs, des gens qui nous ressemblaient à nous. Fait qu'il y avait plein d'immigrants, mais on ne les voyait pas. On invitait nos jumeaux, des gens qui étaient déjà assimilés à notre culture. Alors que là, ça dérange parce qu'il y a plein de gens avec des accents différents. Il y a des minorités audibles, il y a des minorités visibles, il y a des minorités culturelles avec plein de valeurs culturelles. Mais pourquoi ils s'en viennent ici? Parce qu'ils ont le goût de vivre dans la paix. Ils ont le goût de vivre dans la paix. Fait que c'est pas contre eux qu'il faut qu'on résiste. Il faut qu'on mette en place des moyens d'être en relation de façon constructive, sans déni des besoins des autres.
Toi, tu crois, moi, je crois pas, mais je vais m'arranger pour vivre ma foi de manière à ne pas t'empêcher de l'avoir, toi, la foi. Puis essaye donc de vivre ta foi sans m'empêcher, moi, de ne pas avoir la foi. Est-ce qu'il y a une façon Puis si on fait des compromis, OK, tu vas vivre ta foi les mardis, moi, je vais vivre ma non-foi les mercredis. Si on fait des compromis, un compromis, c'est quoi? C'est 50-50. On vous dit souvent de négocier vos conflits comme ça. Faites donc des compromis. Mais compromis, là, tu as 2 perdants, tu n'as pas 2 gagnants, tu as 2 perdants. Imagine ma blonde, elle aime les sushis. Ce qui est vrai, en passant. Et moi, je trouve ça très beau, un sushi. Et je trouve ça dégueulasse dans la bouche. J'aime pas ça. Et j'aime un bon steak de bavette. Ça, c'est de la bouffe. Fait que imagine, on veut aller au restaurant ensemble. Fait que moi, je vais aller manger de la bavette, puis elle va aller manger du sushi. Fait qu'on pourrait dire, on fait un compromis. Si la dernière fois, on est allé manger du sushi, fait que cette fois-là, on va aller manger de la bavette. C'est une fois toi, une fois moi. Mais 100% du temps, il y a quelqu'un de frustré dans le couple. Tu sais, c'est un compromis, tu as 50%. Tu sais, tu as 50% dans un cours, là, tu coules. Tu coules. Est-ce qu'on pourrait trouver une 3e sorte de bouffe que toi et moi, on aime, qui est ni du sushi, ni de la bavette, ni du bœuf? C'est dur, ça. C'est dur. Et ça, c'est un défi de l'humanité. L'animal sauvage n'a pas eu de cours pour apprendre à vivre. L'humain, il a besoin d'avoir une recherche des choses plus complexes. Comment on peut faire pour vivre ensemble? On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Les frontières existent de moins en moins. Puis il faut qu'on apprenne à vivre ensemble. On ne sait pas ça. La seule affaire qu'on a d'inscrit en nous, c'est la loi de la jungle. C'est la seule affaire qui est inscrite en nous. Puis l'éducation est à recommencer à chaque naissance d'un enfant. Fait que chaque fois que vous êtes frustré, ça arrive quelques fois par jour, chaque fois que vous êtes frustré, allez voir qu'est-ce qui est actif en vous. Est-ce que c'est votre civilisation ou c'est votre sauvagerie? C'est quoi la stratégie que tu utilises pour te défrustrer? Parler contre quelqu'un? Agir contre quelqu'un? Ou essayer d'affirmer tes besoins sans nuire aux besoins de l'autre. Alors, c'est ça la tâche qu'on a à faire. Alors, chaque émotion d'agressivité, d'anxiété, de peur peut se transformer de façon violente. Il y a 2 conditions essentielles. 2 conditions essentielles. Remember that. 2 conditions essentielles pour que toutes les émotions négatives ne se transforment pas en violence. D'après vous, quelle est la première? Mettons qu'il y a en colère. Le mouvement naturel de la colère, c'est rah! Identifier. Donc, la première affaire, c'est la conscience. Rappelez-vous que la clé du pouvoir de la civilisation, c'est la conscience. As-tu conscience de ce qui se passe? La théorie vous aide à comprendre ce qui se passe. Mais toi, tu vois une émotion. La théorie vous dit il y a 3 éléments dans l'émotion. Événement déclencheur, réaction physiologique, analyse cognitive. Fait que si tu as conscience, ça va te donner du pouvoir. Le pouvoir de quoi? Le pouvoir de t'affirmer sans nier le besoin de l'autre. Donc, identifier correctement l'émotion. Et ensuite, en faire une expression constructive. Affirmation de soi, au lieu de déni de soi, dis-le. Dénonce. On t'agresse? Dénonce. Tue pas ton agresseur. Détruis pas ton agresseur. Mais affirme-toi, dénonce-le. Écoute, ce comportement-là, il est inacceptable. Un prof qui te donne une note sans être capable de justifier sa note, c'est inacceptable. Je veux savoir quel est le critère sur lequel je me suis planté.
Vous allez le forcer à prendre conscience de ses propres critères, peut-être. Votre plainte va favoriser une certaine évolution chez ce prof. Si c'est un humain civilisé. Si c'est un sauvage, il va se crisper, puis il va se défendre, puis il va vous agresser. N'acceptez jamais ça. Acceptez jamais que quelqu'un agresse votre identité. Alors, l'expression, il y a 5 composantes dans une expression constructive. Dans le recueil de textes, il y a 2 textes à lire. Et dans le texte sur l'agressivité, on vous dit qu'il y a 2 conditions pour transformer de façon positive une émotion négative. Le fait d'identifier de façon consciente et authentique cette émotion-là, puis après ça, l'exprimer de façon constructive. Mais dans ce premier texte-là, on ne vous dit pas c'est quoi l'expression constructive. Fait qu'il faut savoir c'est quoi une expression constructive. Cette expression-là, elle est dans un autre texte que je vais vous présenter à l'écran immédiatement. Deuxième texte. Bon, c'est au tout début du texte. Ah, ça n'illustre pas. Ça devrait s'en venir. De toute façon, je vais vous les écrire ici. Alors, mettons que vous avez une prise de bec avec un patron, avec un ami, un collègue, avec vos parents, avec un prof, avec n'importe qui. Si vous voulez que cette situation-là soit, il émerge quelque chose de bien là-dedans, au lieu qu'un des deux se fasse éliminer, la première chose à faire, c'est d'évoquer des faits. Qu'est-ce qui s'est passé? Mettons que tu réagis émotionnellement et énoncer les faits. Alors, c'est quoi les faits? Donc, faire une description des faits. Mettons, les frites, ben, elles sont froides, les frites. C'est un fait. Prenez-en une, vous allez voir. Si vous dites, ah non, elles sont chaudes, ces frites-là. Regarde, prenez-en une, là. Qu'est-ce qui se passe? Okay. Moi, je pense que je suis frustré à cause de ma note parce que je pense que j'ai répondu à la question. Montre-moi les faits. Montre-moi où j'ai pas répondu à la question. Montre-moi où. Donne-moi les faits. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as dit? Tu m'as dit telle affaire, tu as posé tel geste, tu m'as menti. Quoi les faits? Parce que c'est ces faits-là, on est dans une émotion, donc les faits sont l'événement déclencheur de ton émotion. Alors, c'est quoi les faits? Est-ce que c'est des faits réels ou tu les as imaginés, ces faits-là? Donc, première affaire. Deuxièmement, l'interprétation. Donc, ces faits-là, l'interprétation. Ces faits-là, pour moi, mettons l'étudiant qui se fait couler par un prof alors qu'il pense qu'il a bien répondu à la question, ce fait-là, ça veut dire que j'ai l'impression que vous ne m'aimez pas. J'ai l'impression que c'est parce que ça n'a jamais cliqué notre relation que vous me faites échouer. Ou quelle est la signification, quelle est l'analyse cognitive que tu donnes à ces faits-là? N'oubliez pas que l'interprétation, elle est subjective. Elle est subjective. Donc, moi, là, quand tu fais telle chose, là, quand il se passe ça, moi, c'est comme ça que je l'interprète. Donc, c'est une hypothèse. Puis quand je l'interprète comme ça provoque en moi une émotion. J'ai de la peine, je suis en colère, je me sens trahi, je me sens rejeté, ou ça me fait vivre cette émotion-là. Mettons, la fille, le gars, il jase dans un party le soir, puis à chaque fois que la fille parle, le gars lui coupe la parole. Donc là, la fille, elle va dire, écoute, ce soir-là, à chaque fois que j'essaie de dire mon opinion, tu m'as interrompu. Puis moi, là, la façon dont j'interprète ça, c'est que j'ai l'impression que c'est niaiseux, moi, ce que je dis. J'ai l'impression que tu trouves tout le temps mes affaires niaiseuses. Puis ça m'éloigne de toi. Tu sais, j'ai pas le goût de rentrer avec toi. Tu sais, on est supposé d'être un couple. Puis moi, ça me coupe. Ça me coupe le couple. C'est ça. Je suis en colère contre toi, puis j'ai pas le goût de vivre ça dans mon couple. Là. Pas le goût de vivre ça. Tu lui exprimes ça. Après ça, 4, la conséquence. La conséquence, c'est-à-dire, quand je suis dans cette émotion-là, je me retire. Ou quand tu n'écoutes pas ce que j'ai à dire, je viens agressif.
faut que tu le dises, il faut que tu l'exprimes, ça. Et le 5e élément, une demande, une intention. J'aime pas ça de la façon dont c'est dit, l'intention, c'est plutôt formuler une demande. J'aimerais ça que la prochaine fois qu'on va jaser avec des amis, même si tu n'es pas d'accord avec ce que je dis, laisse-moi finir. Quand j'aurai fini, après ça, tu pourras dire ce que tu veux, mais je ne veux plus que tu me coupes la parole. Peut-être que l'autre personne, elle n'a pas la même interprétation. Ah, peut-être qu'elle n'a même pas vu les faits. Ah, j'ai-tu fait ça? J'ai-tu coupé la parole, moi? Ben voyons donc. Puis des fois, je te coupe la parole, pas parce que c'est pas intéressant, c'est tellement intéressant que ce que tu dis que ça me pop plein d'idées dans ma tête que je ne peux pas m'empêcher de dire. Au contraire. Fait qu'ils n'ont pas la même interprétation. Fait que deux personnes peuvent être en conflit, se séparer éventuellement, alors que les deux, ils auraient raison de continuer ensemble s'ils trouvaient la façon de communiquer comme du monde. Fait que les médecins, là, ils n'ont pas l'objectif de scraper la santé de la population. Sont fins, les médecins, sont bien intentionnés, sauf leur façon de marcher, ils écrasent les pieds de tout le monde. Ça n'en rend juste pas compte. Ça n'en rend juste pas compte. Faut le dire. Faut le dire. Quand tu fais ça, quand tu prends tout le pouvoir, ben moi, ça m'enlève du pouvoir, puis c'est moi qui est le plus souvent avec le patient. Fait que j'en ai besoin d'avoir du pouvoir. J'ai besoin d'avoir de la crédibilité quand je dis de quoi au patient. Il faut que ce soit juste le médecin qui a le droit de dire des affaires. Moi, j'ai besoin d'avoir de la crédibilité aux yeux du patient. Je veux qu'il me croie. Fait que si toi, tu ne me crois pas, bien, le patient ne me croira pas. Il faut que tu me valorises devant le patient pour que le patient voit que j'ai de la valeur. Fait qu'il faut le dire. Et souvent, quand on s'affirme, l'autre sent qu'on l'agresse. Il n'y a pas d'agression dans ça. L'important, c'est que la communication soit authentique, puis que tu ne veux pas sa tête, tu ne veux pas sa peau, tu veux une relation constructive avec cette personne-là. Même chose avec le patient. Quand votre patient va vous parler, écoutez-le. Aidez-le à dire sa demande, parce que des fois, il va peut-être vous dire « Retourne dans ton pays ». Il va te dire ça peut-être, le patient. Puis toi, tu vas te dire « Écoute, j'aurai pas beaucoup de chemin à faire, parce que je suis dans mon pays. Je suis dans mon pays. Mais si vous me dites ça, c'est parce qu'il y a une frustration, il y a une douleur, il y a une émotion quelque part que je n'ai pas vue. Alors, c'est quoi? C'est quoi les faits? Aidez-moi, donnez-moi l'interprétation que vous avez de ça. T'sais. Ou peut-être qu'il va dire que vous ne m'aimez pas, puis que vous ne soignez pas bien, ou je ne sais pas trop comment il va dire, mais l'empathie, c'est comprendre qu'est-ce que l'autre comprend. Il faut lui donner la parole pour cette communication-là. Et il n'y a que par cette communication qu'on peut entrer en relation authentique les uns avec les autres. Maintenant, lorsque la communication n'est pas stratégique, il peut y avoir escalade dans la violence. Et il y a actuellement, dans la façon de communiquer entre les pays, entre les institutions, entre les individus, il y a actuellement dans la société escalade de la violence. Alors, je suggère la panique, en fait, parce qu'on s'en va vers l'autodestruction à moyen terme, parce que les gens n'osent pas communiquer de façon constructive, parce que les cours sur vidéo, ça reste ces tablettes, mais ça ne se transmet pas dans la façon de vivre et communiquer de façon efficace. Les étudiants qui sont sortis dans la rue se sont fait matraquer, se sont fait poivrer. Trump est en train de s'affirmer, America's First. En fait, c'est pas America's First, c'est America Alone. C'est du déni des autres. Mais si on est tellement